merci à tous d'être là en tout cas. Et puis je laisse la parole à Karine qui va nous parler un petit peu de ce qui s'est déroulé au CNAM. Merci Arnaud, merci à tous d'être là. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Pour ce rétex auto-évaluation, vous avez vu passer Thierry là rapidement. Effectivement, ce rétex est le troisième rétex de la trilogie dédiée à l'auto-évaluation. Il y a eu un rétex dédié à la formation, à la recherche, et voici aujourd'hui le volet établissement. Donc, un rétex organisé par le réseau Relier. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience à moi en tant que DGSA en charge de l'aide de pilotage au CNAM. Alors, l'idée de ces rétex, bien sûr, c'est un moment privilégié d'échange, de partage. Chacun arrive avec son expérience. On est là pour partager, pour répondre aux questions. Voilà, c'est très interactif. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole dès que vous le souhaitez. Alors, juste un petit point d'actualité. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de vagues C, un peu de vagues A, B et de D. Les directions de nos établissements ont reçu un courrier daté du 6 janvier 2021 qui est co-signé par la DGCIP, la DGRI du ministère et l'HERS relatif à l'évolution du calendrier des évaluations HERS. Donc, ça n'a pas dû vous échapper qu'il y a eu un aménagement des calendriers des évaluations des vagues A et B sur 2 ans qui induit un décalage d'1 an des évaluations de la vague C qui vont avoir lieu en 2022-2023 et un décalage des contrats de site. C'est-à-dire que la vague C, le contrat de site va commencer au 1er janvier 2024 et les accréditations vont avoir comme date d'effet la rentrée universitaire 2024. Et par effet de ricochet, il va y avoir un report d'1 an des campagnes d'évaluation et des accréditations des vagues suivantes. Donc, c'est important parce que de là va découler des ajustements de nos propres plannings au sein de nos propres établissements. Le CNAM fait partie de la vague D, donc on s'est tourné vers le ministère pour avoir un peu plus d'informations qui nous a confirmé qu'a priori notre contrat qui devait finir en 2023, la vague D c'est 2019-2023, serait prorogé d'1 an. Voilà, c'est un point d'attention qui est important puisque on découle l'ensemble de nos plannings et de l'organisation de notre process d'auto-évaluation. Peut-être pour compléter, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez vu passer sans doute que la présidence du HCRS a changé. Moi, je les ai eus en visio la semaine dernière, je crois, de mémoire, parce que je suis expert là, sur un établissement de la vague B. Il va y avoir un peu de changement dans l'air, sans doute. Donc, ce qui veut dire que c'est qu'en termes d'anticipation sur la vague C, il faut être vigilant à essayer de suivre l'actualité de ce qui va se passer au niveau HCRS et des déclarations de son président. Voilà, moi, dans le discours d'introduction qu'il nous a fait la semaine dernière, on sent qu'il y a une volonté, en tout cas, de faire un peu bouger les lignes. Donc, il y a une réorganisation du HCRS qui est en cours. Donc, l'ensemble des départements, vous savez, il y avait un département des coordinations territoriales, des établissements, de la formation, de la recherche. Tout ça, ça va être un peu remodelé, on va dire, sur des schémas qui permettent d'avoir des départements qui sont adaptés à la taille des établissements. En tout cas, c'est la philosophie sur laquelle c'est en train de travailler. Et puis, sur la notion des coordinations territoriales, il y aura peut-être des choses qui vont bouger aussi, puisque la philosophie du nouveau président est de dire que ce n'est pas au HCRS d'impulser des dynamiques territoriales, mais plutôt de constater la prise en compte de cette dimension dans les établissements. Donc, il y aura sans doute du changement dans l'air pour la vague C. Voilà, donc, surveillez ça de près. Dans les mois qui viennent, ça pourrait bouger, quoi. Ok. Alors, en quelques mots, le CNAM, pourquoi? Parce que pour ceux qui vont faire leurs premières évaluations, auto-évaluations, vous allez vous apercevoir qu'il faut soit définir, soit réajuster le référentiel qui nous est proposé en fonction de nos propres spécificités. Donc, c'est important de se poser la question des spécificités de l'établissement. Alors, le CNAM, en quelques mots, c'est un grand établissement. Son siège est un EPSCP, un établissement public, mais il est aussi constitué d'un réseau
d'un réseau de 20 centres régionaux qui, eux, sont gérés par des associations de gestion de droit privé, donc c'est très particulier, et 5 centres à l'étranger, tous spécifiques. Nos usagers à nous s'appellent des auditeurs, donc nous avons 54 000 auditeurs qui embarquent 300 000 inscriptions pédagogiques. Nos missions sont les mêmes que celles des universités, formation, recherche, diffusion de la culture scientifique et technique, avec une spécificité, c'est que 72% de nos inscriptions sont en formation continue. Voilà, notre spécialité est la formation tout au long de la vie, avec en majorité de la formation continue. Et le CNAM fait partie de la vague D, qui court sur 2019-2023. En tout cas, c'est comme ça que le contrat avait été signé, mais on sent bien que là, il va être prorogé d'1 an et il va nous embarquer jusqu'à 2024. Voilà le CNAM en quelques mots. Pour arriver aux essentiels de la démarche d'auto-évaluation. Donc voilà, les essentiels d'après moi, de mon expérience, puisque je suis effectivement, je contribue à la coordination de l'ensemble du cycle contractuel et donc notamment j'ai été coordinatrice de l'auto-évaluation de l'établissement. Donc pour ce contrat qui a débuté en 2019, l'auto-évaluation a eu lieu en 2017. Donc 2 ans avant, nous étions déjà dans la démarche d'auto-évaluation. Et donc, qu'est-ce que j'en retiens de cette expérience? Quelques mots-clés. Le premier, c'est dynamique d'établissement. Alors, dynamique, pourquoi? Parce que l'auto-évaluation, c'est à la fois l'étape cruciale qui fait le lien entre la réalisation de l'ancien projet d'établissement, celui dont on sort, celui qu'on va évaluer, et le lancement, l'impulsion, l'ébauche du futur contrat d'établissement. Donc, c'est quelque part la première étape d'un nouveau cycle contractuel qui est marqué par l'auto-évaluation, la déclaration d'orientation stratégique, l'évaluation, la construction du contrat, son pilotage, sa mise en œuvre, et hop, on repart sur un nouveau cycle contractuel qui repart sur l'auto-évaluation. Donc, pour moi, c'est vraiment l'étape clé, la première brique dans l'élaboration du contrat de site. Donc, dynamique et d'établissement, pourquoi? Parce que c'est une démarche qui doit embarquer le plus grand nombre des parties prenantes de l'établissement, puisque c'est l'ensemble de ces parties prenantes qui ont contribué à réaliser l'ancien contrat et qui donc vont pouvoir participer à cette auto-analyse. Donc, c'est vraiment une démarche d'établissement qui doit être ouverte, qui doit mobiliser le plus grand nombre des collègues. Donc, qui dit projet transverse d'établissement et dynamique, dit pilotage. Donc, il est très important, pilotage et coordination, il est très important que soit dès le début de la démarche, déterminer comment est piloté ce projet, quelles sont ses modalités de pilotage et notamment quel est le comité de pilotage tout simplement. Alors, très souvent, les établissements créent un comité de pilotage ad hoc. Au CNAM, c'est le comité de direction qui a joué le rôle de comité de pilotage de l'auto-évaluation. Moi, l'avantage et bénéfice que j'en ai vu, c'est que le comité de direction se réunit toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun délai quand il y a besoin de porter des propositions à l'arbitrage ou pour suivre, cadrer, rythmer le calendrier de mise en œuvre. Voilà, donc très important de déterminer dès le début le comité de pilotage, qui soit connu, qui soit partagé. Dans cette démarche d'auto-évaluation, c'est très important de communiquer et de partager l'information. Il est essentiel effectivement de définir une entité, une personne coordinatrice de la démarche. Alors au CNAM, j'ai été désignée coordinatrice en tant que responsable de la direction de l'aide au pilotage. Je pense que la coordination est souvent portée par les acteurs de l'aide au pilotage, logiquement. Donc, coordinateur, ça veut dire être force de proposition, bien sûr, c'est-à-dire porter les calendriers, c'est-à-dire être maître du temps. Ce n'est pas la fonction la plus facile, mais aussi faire en sorte que la démarche puisse se dérouler de manière la plus cohérente possible, la plus partagée possible. J'ai envie de dire la plus sereine possible, c'est-à-dire c'est aussi de l'accompagnement, de l'aide,
présenter, partager des méthodes, des outils, voilà, beaucoup de présence. Mais être aussi maître de présence et de cadrage, parce qu'il faut aussi être maître du temps. On a des calendriers à faire respecter. Calendrier, donc je viens de dire le mot, qui dit pilotage, coordination, dit calendrier. C'est une des choses premières à faire arbitrer par le comité de pilotage. C'est le calendrier. J'ai mis un S, pourquoi? Parce qu'en général, il y a un calendrier méta, donc qui est rajusté en fonction du déroulé du contrat, mais ce calendrier est décliné. Donc, le calendrier méta, on a un jalon qui s'impose à nous, c'est celui imposé par l'HCERS. On a un deuxième jalon qui arrive juste après, c'est le conseil d'administration que l'on vise pour adopter notre rapport d'auto-évaluation. Et après, dans ce calendrier méta, il y a différentes instances et différentes dates de livraison, de transmission des livrables, de consolidation des livrables, éventuellement prévoir un comité de relecture si c'est ainsi que la direction veut faire. Donc, ce calendrier méta est validé par le comité de pilotage, bien entendu, présente les instants clés, les étapes clés du déroulé de la démarche avec les acteurs, les actions. Et encore une fois, c'est un document qui doit être très fortement partagé au sein de l'établissement, puisqu'il va être décliné par l'ensemble des parties prenantes et notamment les responsables de domaine qui vont piloter l'auto-évaluation dans les domaines qui sont les leurs. Alors, si vous avez des questions ou vous-même souhaitez déjà faire partager vos expériences, n'hésitez pas. La parole est libre. Donc, je continue. J'ai parlé des acteurs dans le calendrier. Il est important aussi de déterminer les parties prenantes et les différents rôles. Donc, on a parlé du comité de pilotage, du coordinateur. Si on s'adosse au référentiel de l'HCERS, c'est structuré en domaine. Donc, une des premières décisions du comité de pilotage, c'est aussi de déterminer les responsables de domaine qui vont piloter l'auto-évaluation dans le périmètre qui leur est dédié. Mais aussi, c'est important de réfléchir au rôle des différentes instances, des réunions institutionnelles qui vont être à la fois des lieux d'information, mais aussi d'échange, de remontée. Donc, c'est toute cette structuration, cette articulation des acteurs qu'il est important aussi de réfléchir très rapidement au moment de lancer l'auto-évaluation de l'établissement. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, ici, très logiquement, sont présents beaucoup d'acteurs de l'amélioration continue, la qualité de l'aide au pilotage, c'est logique. Donc là, il y a un nœud qui vous concerne, qui nous concerne tout particulièrement, qui est essentiel à la bonne démarche de cette auto-évaluation, c'est que cette démarche doit être partagée et nous devons l'accompagner au mieux. Donc, par démarche partagée et accompagnée au mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès le début, bien sûr, le comité de pilotage va devoir adopter le référentiel. Donc, au CNAM, comme beaucoup d'établissements, on a pris le référentiel HCERS tel qu'il est, ce qui aide à répondre aux attentes de HCERS, bien sûr, mais on l'a ajusté. Dès le début, on a réfléchi à l'ajustement de ce référentiel à nos spécificités. Donc, il y a quelques parties qui ne nous concernaient pas trop. En revanche, on a rajouté ici un champ dédié au musée, puisqu'il y a un musée au CNAM. Là, une partie dédiée au pilotage stratégique de notre réseau. Et c'est important effectivement que le comité de pilotage très rapidement se saisisse du référentiel qui va être le fil rouge, la trame que vont suivre les différents responsables de l'auto-évaluation des différents domaines. Notre rôle, c'est aussi de proposer, voire d'accompagner les différents responsables dans les méthodes d'investigation. Alors, il y a un panel large de méthodes d'investigation. Il y a des enquêtes, il y a des appels à contribution, il y a des entretiens, des ateliers d'animation. Donc, toute une palette
que l'on peut proposer une méthode d'investigation et chaque responsable de domaine va s'approprier, choisir celles qui lui semblent plus cohérentes, pertinentes par rapport à son domaine. On est là aussi pour les aider dans leurs investigations. Donc, on leur propose des méthodologies, des outils. J'ai animé avec la directrice de la recherche un atelier de formation à l'animation d'un atelier d'analyse SWOT. Donc, voilà, les responsables de domaine ont eu cette formation de comment construire une matrice SWOT sur un domaine et comment animer un atelier dédié à la construction d'une matrice SWOT. J'ai été menée aussi à créer un guide d'aide à l'auto-évaluation avec un fil rouge, une proposition de démarche à suivre. Alors, ce sont des propositions, après chacun se l'approprie, l'ajuste en fonction de son domaine, de sa personnalité, des parties prenantes qu'il a en face. Donc voilà, nous sommes là aussi pour apporter de la méthodologie, de l'outil, former, accompagner au maximum, toujours pour créer, déjà pour aider, pour créer une cohérence, une certaine forme d'homogénéité dans la démarche au sein de l'établissement. Et bien sûr, pour faire cette auto-analyse, les collègues ont besoin de données, d'informations. Donc, dans nos services, on a des données quantitatives, donc les données chiffrées, les indicateurs, ça peut être les indicateurs de suivi du contrat, les indicateurs de caractérisation de nos établissements. Nous avons tous créé un certain nombre de tableaux de bord qui vont alimenter aussi les travaux, mais également, nous avons également beaucoup d'informations, bien sûr, qualitatives relatives aux réalisations qui sont passées pendant le contrat passé. Et ces informations qualitatives doivent être aussi mises à disposition des collègues. Alors, c'est quoi ces informations? Ça peut être des comptes rendus d'instance, des rapports d'audit, des rapports de prestataires. Notre évaluation, nous l'avons effectuée en 2017. En 2016, a été lancée une réorganisation structurelle de l'établissement. Donc, nous avions mené énormément d'ateliers sur l'organisation de la formation, l'ajustement et l'évolution des process, etc. Ça a été beaucoup de matière que nous avons pu réexploiter et qui a été réexploitée dans le cadre de l'auto-évaluation. Et bien entendu, puisqu'on parle de dynamique d'établissement, de mobiliser les parties prenantes, il faut communiquer pour sensibiliser, pour donner du sens, pour partager l'avancée du projet, pour valoriser les résultats. La communication est essentielle, mais dès le début. Donc, la communication, ça veut dire mobiliser les médias froids, les médias chauds. Chacun fait comme il le sent au sein de son établissement. Nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup communiqué via les instances, via les réunions institutionnelles. Nous avons créé un répertoire au sein de notre intranet dédié au cycle contractuel, donc pas que l'auto-évaluation. Nous avons l'ensemble des documents, des vidéos également afférentes au cycle contractuel. Nous avons un flash info qui était aussi source d'information. Et dans ce monde moderne, on est revenu aussi à la conception d'affiches papier qui expliquent le sens, l'intérêt de l'auto-évaluation dans le cadre du cycle contractuel. Et ces posters, on les a placardés dans absolument tout l'établissement. Donc, c'était l'époque où on travaillait essentiellement en présentiel. Donc, quelqu'un qui était en activité au sein de l'établissement ne pouvait pas passer à côté de l'information que l'établissement était dans une démarche d'auto-évaluation. Voilà les quelques termes qui me sont venus à l'esprit quand effectivement il m'a été demandé de réfléchir à la démarche d'auto-évaluation et de partager mon retour d'expérience. Donc certes, c'est une étape obligatoire, puisque l'évaluation de la HERS est adossée à notre auto-évaluation et à notre déclaration d'orientation stratégique. Mais avant tout, c'est un moment privilégié, partagé au sein de l'établissement pour à la fois faire l'auto-analyse, bien sûr, des réalisations, mais aussi réappréhender les enjeux, l'évolution de l'environnement et participer
à la réflexion de la construction du futur projet d'établissement stratégique. Donc, moi, j'y vois surtout, avant tout, une opportunité pour l'établissement et l'ensemble de ses parties prenantes. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire sur mon expérience. Donc, maintenant, je vous donne la parole. Est-ce que vous pourriez préciser des difficultés rencontrées ou sur quoi justement vous avez pu rencontrer quelques difficultés ou... Alors, pour moi, peut-être le point de vigilance, c'est sur le respect du calendrier. C'est-à-dire que la très grande majorité joue le jeu du respect du calendrier, mais vous avez souvent quelques personnes, ou ça peut être juste un acteur qui ne respecte pas le calendrier, et c'est peut-être le point de vigilance, bien sensibilisé sur le fait que c'est essentiel de respecter le calendrier. C'est une démarche vraiment collective. Il suffit d'un ou deux pour faire déraper le calendrier, alors qu'on a quand même des jalons qu'on doit respecter. Un conseil d'administration, on ne va pas changer sa date parce qu'il y a un acteur ou deux qui ne respecte pas le calendrier. Donc, le point de vigilance, je pense, c'est bien sensibiliser sur le calendrier. Après, moi, je pense que c'est très important d'être là pour accompagner. Alors, voilà, on est là pour accompagner. Hein, on n'est pas que maître du temps. Avant tout, on est là pour accompagner, aider, former, sensibiliser. Donc, je pense que c'est important qu'on soit perçu comme ça et que notre action soit une action d'accompagnement. D'où l'intérêt de faire des petites fiches méthodologiques, des petits ateliers formation, pas forcément des choses qui prennent énormément de temps en soi, mais qui permettent aux acteurs d'avoir une boîte à outils de base qui est commune et qui les aide dans leur travail. Parce que c'est un travail important que cette démarche d'auto-évaluation. Jacqueline Tanté, moi, je voulais juste savoir par rapport à cette boîte à outils, Karine, dont vous parlez, est-ce que c'est quelque chose, donc, de ce que j'ai compris, c'est vous qui l'avez construite, est-ce que dans le cadre de Relier, c'est le type de choses qu'on souhaite mutualiser ou est-ce que c'est chacun s'organise de son côté? Alors, Jacqueline, si tu veux, en fait, là, là où on mutualise, c'est que globalement, quand on fait des formations en partenariat avec l'AMU, on fait des formations sur 3 jours où on aborde les 3 volets. Et c'est essentiellement là où on partage beaucoup de documents, d'outils, de choses de ce type-là. Après, on peut mettre des choses à disposition de ce qu'on a pu développer dans nos établissements respectifs. Tout est possible, à condition que les gens veulent bien les partager, bien évidemment. Alors, je peux peut-être vous dire un mot juste pour, après, je reviendrai peut-être sur deux, trois sujets ou points de vigilance, mais sur ce qui se passe après, finalement, parce qu'on c'est aussi un peu anticiper comment finalement les comités d'experts ils se saisissent de tout ça. Donc, une fois que vos documents sont renvoyés au HCRS, alors pour la partie établissement, c'est assez limité en nombre de pages, hein, donc il faut être assez synthétique, bien évidemment, et puis ne pas submerger le dossier d'annexe parce que finalement, les experts, c'est des gens qui sont dans l'enseignement supérieur et qui ont déjà un autre métier que expert HCRS. Donc, il faut aussi penser à leur simplifier la vie. Ça, c'est vraiment important. Votre dossier, il faut qu'il soit je dirais, le plus concis et le plus clair possible et que les références aux annexes soient le plus claires possible parce que c'est extrêmement compliqué pour un expert d'aller voir des annexes. Et ce qui peut se passer à la fin, c'est que vos annexes, quelque part, qui sont les éléments de preuve de votre discours, elles peuvent être passées à la trappe parce qu'elles sont mal référencées ou qu'il y en a trop, etc. Et parfois, vous avez des annexes qui sont très valorisantes et qui donnent des éléments de preuve de votre discours qui sont très importantes et qui peuvent passer à la trappe à cause de ça. Donc ça, il faut être vigilant sur cette partie-là, vraiment. Et ce que fait le comité d'experts ensuite avec tous ces documents, c'est que son rôle… alors, il y a un document supplémentaire qui accompagne votre dossier en général, qui est un document où on va expliquer ce qu'on attend du HCRS, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce que la visite soit plus ou moins orientée sur une thématique ou un sujet particulier parce que c'est le temps pour l'établissement de se consacrer à un sujet en particulier. Alors le HCRS, il le prend en compte ou pas, hein, bien évidemment,
mais en général, il le prend plutôt en compte. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le comité d'experts se réunit, enfin lit l'ensemble des documents et essaye de rédiger ce qu'on appelle une note de problématique et qui va être un peu le fil rouge de toute la partie évaluation externe. Donc en gros, ce comité d'experts va se mettre d'accord pour dire finalement cet établissement dans son auto-évaluation, les thématiques qui ressortent particulièrement et qui sont intéressantes à évaluer d'un point de vue HCERS par rapport au référentiel et ce que vous avez écrit, ça va être plutôt ces sujets-là. Et en fait, c'est tout ça qui va guider finalement le travail du HCERS pendant un certain temps. Alors bien évidemment, l'établissement est informé pas de cette note de problématique, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle une lettre de courtoisie qui explique un peu dans les grandes lignes les thématiques principales sur lesquelles les experts vont un peu porter leur regard. Ok, donc ça, c'est aussi une aide pour préparer la visite du HCERS avec cette lettre de courtoisie. Et puis ensuite, vous avez tous les entretiens qui vont venir pour ceux qui sont en vague B, là, qui doivent être en pleine planification. Tous ces entretiens qui se déroulent sur, alors ça peut aller de 1 à 3 jours, et puis ça peut être en visio ou pas en visio. Enfin là, c'est toujours un peu compliqué à gérer. C'est pareil, alors pour ceux qui sont dedans, ils peuvent en dire un mot, mais en termes de charge de travail, la planification de cette visite HCERS, c'est un gros volet, quoi. C'est long. Hein. C'est long, il y a beaucoup d'entretiens à planifier, il faut les salles, il faut que le comité d'experts il ait un lieu à huis clos, etc. Et c'est extrêmement timé, c'est-à-dire que le moindre retard est inacceptable. Quoi. Tout est timé à la minute près. C'est des entretiens d'une heure, enfin des créneaux d'une heure. Les entretiens font en général 45 minutes, plus 15 minutes de débrief pour les experts. Et on enchaîne tous les entretiens 7-8 multipliés par, je ne sais pas, vous pouvez être à 30 entretiens par jour. Donc, c'est un timing qui est très serré où le moindre retard n'est pas accepté. Quoi. Donc là-dessus, il faut être vigilant. C'est une grosse charge de travail aussi sur la suite. Voilà. Et une fois que tout ça s'est déroulé, les experts vont produire un premier rapport qui va être lu par un comité de lecture au sein du HCERS. Alors, pourquoi il est relu? C'est parce que le HCERS, il s'applique à lui-même ce qu'il demande aux établissements. C'est-à-dire que on n'exprime pas du ressenti dans un rapport, on exprime des faits qui sont argumentés et établis avec des preuves. Donc le HCERS fonctionne sur le même schéma. Donc il essaye, soit par ce que vous avez écrit, soit par les entretiens. Et en général, un entretien tout seul ne suffit pas à se faire une idée. Donc il y a des regards croisés sur plusieurs entretiens qui peuvent amener des conclusions. Donc tout ça, c'est vérifié par ce comité de lecture, de sorte que l'ensemble de ce qui est écrit dans ce rapport d'évaluation externe permettent finalement d'avoir quelque chose qui est fondé sur des faits et pas sur du ressenti. Donc ça, c'est le comité de lecture, c'est tout le travail interne du HCERS. Et une fois que ce document est passé à cette moulinette, il est envoyé à l'établissement qui va faire un certain nombre de remarques s'il y a des incohérences, des incompréhensions majeures, on va dire, qui pourront amener des éventuelles corrections. Okay. Et ensuite, ce rapport éventuellement modifié vous est envoyé et l'établissement a la possibilité de faire un retour officiel par courrier. Alors maintenant qu'il est demandé à être assez libre, il y a eu une époque où les établissements en envoyaient encore 40 pages de réponse au rapport, donc ça c'est fini. Donc globalement, j'ai plus en tête, mais c'est 3-4 pages grand maximum, je crois, de tête. Et c'est ce document final produit par l'établissement qui est annexé au rapport HCERS et c'est l'ensemble de ces deux documents qui sont publiés sur le site du HCERS. D'accord. Donc n'oubliez jamais que ce document, c'est un document public à la fin. D'accord. Donc tout le monde y a accès. Okay. Un point important par rapport à ce que tu viens de dire, Arnaud, en complément, c'est que le rapport, il n'est pas forcément corrigé. C'est-à-dire que le document de réponse est annexé, mais le rapport n'est pas modifié. Non. Si les experts considèrent qu'ils maintiennent, je sais pas, on peut être pas d'accord sur une évaluation, sur une auto-évaluation ou en tout cas sur un sujet. Si le comité d'experts a pour lui la preuve que par les entretiens et par ce qui a été écrit et les documents annexes qui ont été fournis, ils maintiennent leur version initiale, ils bougeront pas, quoi. Par contre, en revanche, si l'établissement apporte une preuve concrète qui vient contredire ces faits-là, le comité peut modifier. C'est pas une obligation, d'accord.
Ça me faisait penser à une autre chose sur cette affaire-là. Ça me revient plus. Ça me revient plus. Bon, c'est pas grave. J'avais juste une petite Oui. pardon. Sur la lettre de courtoisie, elle est reçue environ combien de temps avant? Oh, elle est reçue pour la vague B. Elle a dû arriver avant la fin de l'année dernière, je dirais. Je dirais à peu près ça. Alors attendez, je réfléchis en même temps. C'est-à-dire que nous, on a Non, ça doit on a être maintenant. Maintenant, je dirais. Bah, dans à peine un a- mois là. Et après, je dirais normalement la lettre de courtoisie, elle devrait arriver ouais, dans les 3 semaines, un mois avant les entretiens, je dirais à peu près ça. Ok, merci. C'est à peu près au moment où commencent à se planifier les entretiens, je dirais, de mémoire. Je crois que c'est ça. Donc, ceux qui sont en train de planifier les entretiens, là, en vague B, normalement, vous avez dû recevoir une lettre de courtoisie qui vous dit sur quelle thématique particulière les experts vont porter leur regard. En fait, à Pau, là, je pense pas qu'on ait reçu encore, enfin, le cabinet m'a pas informé de ça, mais peut-être que le cabinet de la présidence l'a reçu. Mais on a surtout eu un échange, pour compléter tout ça, là, on a eu un échange en amont Oui. il y a un mois peut-être de ça, Mm. sur les points d'attention ou est-ce qu'il y avait des grands points sur lesquels on souhaitait avoir un regard Oui. d'experts pour orienter un peu aussi leur analyse. Si on a des... Enfin, nous, on est ICIT qui est en cours Oui. Enfin, on est labellisé ICIT qui doit être validé définitivement ou pas là d'ici en 2021. Et voilà, on a souhaité avoir un regard là-dessus. Donc, il y a des points d'attention qu'on peut fournir Oui. aussi. Donc, je ne sais pas, Oui, cette lettre de courtoisie va venir en plus de ce que... normalement, elle vient en plus. En fait, c'est le retour. En fait, il y a ce que l'établissement demande et ce que le HCRS souhaite faire. Et puis, en général, on essaye de faire merger un peu les deux, hein, de toute façon, dans les comités d'experts. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a souvent des établissements qui ont besoin finalement de ce regard externe pour avancer en interne. Donc potentiellement, c'est ces demandes-là que le HCRS peut servir. C'est-à-dire que justement sur une structuration ICIT ou IDEX, par exemple, l'établissement est un peu bloqué parce que les partenaires ne veulent pas avancer pour une raison X ou Y ou ne se mettent pas d'accord. Et le fait d'avoir un regard externe sur cette thématique particulière peut aider le site à avancer. Donc finalement, le HCRS, il est aussi soutien sur ce sujet-là. Hein. Il n'est pas là pour fliquer, il est aussi là pour aider les établissements à avancer. En tout cas, c'est la posture dans laquelle il travaille, hein, clairement. Jacqueline, j'ai vu une question. Est-ce que le contenu de l'auto-évaluation évolue d'une évaluation à une autre? Oui, carrément. Donc, entre la vague A et la vague B, il y a eu une évolution. Le référentiel a un petit peu bougé. De mémoire, je crois ils l'ont simplifié, il y a moins de domaines. Ils ont réintégré l'international au sein de formation recherche, c'est plus un groupe à part. La culture scientifique aussi, je crois, elle fait plus l'objet Oui, d'un paragraphe spécifique. Voilà. Il y a des évolutions pardon, de ce type-là chaque année, ouais, clairement. Et je pense que pour la vague C, il y en aura encore. C'est une petite question du coup. Ce référentiel, il est en ligne sur le site du HCRS? Alors, pour l'instant, le référentiel qui est en ligne, c'est celui de la vague B, qui est de la vague en cours. Normalement, celui de la vague C, s'il n'y avait pas eu de décalage, il devrait être en ligne, puisque c'est en général, il le publie au mois de décembre, fin novembre, début décembre, c'est plutôt là que ça se passe en général. Là, comme tout est décalé d'un an, et comme ce que je disais tout à l'heure en introduction, comme il y a un changement de présidence, je pense que les référentiels, ils vont bouger. En tout cas, sur la partie établissement et coordination territoriale, il y a des chances que ça bouge et que ça soit publié de toute façon plutôt à la fin de l'année, quoi. Fin de l'année universitaire au meilleur, dans le meilleur des cas, et fin d'année civile dans le pire. De toute façon, il faut que vous commenciez à travailler avec les documents existants aujourd'hui pour anticiper. Sinon, si vous attendez le référentiel, la sortie du référentiel, c'est trop tard. Au niveau timing, vous êtes dedans. Donc, l'objectif, c'est de commencer à travailler avec les documents-là et de les amender en gardant à l'idée que ce que vous demande le HCERS, ça reste des propositions. Et vous pouvez aussi, si vous allez travailler sur une thématique qui était dans l'ancien référentiel, la laisser parce que vous trouvez que c'est intéressant pour l'établissement. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un outil pour l'établissement et qui doit vous servir, qui doit vous servir à vous
avant de… le HCERS, c'est qu'un vecteur, en fait, c'est qu'un vecteur pour vous faire travailler sur des contenus. Yes. Après, sur ces histoires de référentiel, de toute façon, il n'y a pas de surprise, entre guillemets, hein. Ce qui va bouger, je vous dis, c'est les choses autour de la coordination territoriale. Je pense que là, il va se passer quelque chose. Après, l'HCERS n'est que la déclinaison de la politique européenne issue du process de Bologne. Donc, derrière, c'est les standards européens, les ESG. Voilà, donc en général, il y a pas de révolution, hein. C'est-à-dire que si vous prenez le référentiel de la vague B, voilà, vous tomberez pas loin, hein, globalement, hein. Alors, je peux vous dire 2-3 mots. Alors, j'ai repris 2-3 slides un peu, pas au hasard, mais quelques-uns de ce qu'on se raconte en formation. Voilà, bon, globalement, si vous êtes en planification de ce genre de projet, hein, alors pourquoi le premier bloc, est-ce que vous voyez ce que je partage d'ailleurs? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Un des blocs, décider de l'auto-évaluation, c'est pas neutre parce que chaque établissement est un rythme. Donc, c'est jamais le bon moment de toute façon parce qu'on a toujours d'autres choses à faire, bien évidemment. La question, c'est politiquement, qu'est-ce que veut faire l'établissement de cette auto-évaluation? Est-ce qu'il veut le faire à la va-vite parce qu'il a autre chose à faire et que c'est pas le temps, parce qu'on est en train de fusionner, parce que on est en train de faire un ICIT, un IDEX, tout ce qu'on veut. Donc, quand je dis décider de l'auto-évaluation, ça veut dire qu'il faut se poser la question de quelle ambition se donne l'établissement finalement pour pas trop être en décalage, vous, dans l'organisation de ce qui va se passer ensuite. Il faut quand même essayer de valider ça. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Bon, Karine a évoqué, je passe rapidement, mais bon, un comité de pilotage et ceux de l'auto-évaluation. Alors, bien évidemment, soit vous coordonnez les 3 domaines, établissement, recherche, formation, et à ce moment-là, il faut faire une planification globale du projet, soit c'est délégué dans les métiers, comme ça a été le cas à Grenoble la dernière fois, et à ce moment-là, ça se divise un peu différemment. Les dimensions à évaluer, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, l'appropriation du référentiel HCERS. L'intérêt peut-être de ça, de ce que disait Karine sur le fait de se l'approprier, de le faire un petit peu évoluer, l'avantage, c'est que vous pouvez y mettre un logo, le logo de votre établissement et pas le logo du HCERS. En termes d'appropriation, ça peut faciliter un peu les choses, quoi. Et puis, ça peut le relier directement à des problématiques qui sont connues dans votre établissement. Planifier, on a parlé des plannings tout à l'heure. Fournir les données quali-quanti, voilà, donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Analyser les données, réaliser les bilans, élaborer le rapport. Et puis, peut-être là-dessus, il y a la question des dispositifs de remédiation. Ça, c'est important à planifier dès le départ. C'est finalement tout ce qui va vous remonter du terrain, enfin, ou en tout cas de la manière où vous l'avez planifié et à qui vous avez demandé d'écrire des choses ou de fournir des choses. La question, c'est, une fois que tout ça va être écrit, c'est quoi le dispositif de remédiation? Donc, à un moment donné, il faut prévoir ça dans votre cycle. Qui va relire? Qui va faire quoi de tout ce qui est remonté, quoi. Et ça, c'est important que les acteurs ils soient au courant de ce qui se passe sur la suite. C'est-à-dire que vous allez demander aux gens d'écrire des choses, il faut qu'ils sachent à un moment donné leur écrit, qu'est-ce qu'ils deviennent, par qui ils vont être lus, par qui ils vont être validés, etc., etc. Et ça, c'est un cycle. Alors sur l'établissement, c'est un cycle qui peut parfois prendre du temps. Parce que il faut que ça passe. Voilà, peut-être la volonté de l'établissement, c'est de passer par les commissions recherche, les commissions formation pour ce qui concerne ces domaines-là, etc., par un directoire, par un conseil d'administration, par ce que vous voulez, par des comités ad hoc, etc., etc. Donc ça, c'est un élément indispensable dans vos plannings. C'est la partie remédiation et analyse, parce que, encore une fois, cette auto-évaluation, elle a pour but de servir l'établissement et pas le HCERS. Donc, globalement, une fois qu'on a fait cette auto-évaluation, en théorie, on se connaît mieux, nous, que le HCERS nous connaît. Donc, on est capable d'en tirer des conclusions et des pistes d'action. Alors, pour le prochain contrat, pour un schéma de qualité globale de l'établissement, pour le schéma directeur du pilotage, ou que sais-je. Mais globalement, il ne faut pas que ce document, il reste finalement, voilà, c'est bien, on l'a rédigé, on l'a envoyé au HCERS, on est bien content. Et puis, on peut se remettre tout ça dans le placard et puis on attend la suite. Voilà. L'idée, quand même, c'est que dans votre process, il faut qu'il y ait la suite quelque part. Et c'est aussi ça qui va donner envie aux acteurs de s'y investir. Voilà. S'ils ne sentent pas que ce document il va servir à quelque chose dès le départ,
bon, l'investissement, il peut parfois être limité pour certains. Donc, point de vigilance là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être un mot, on a évoqué rapidement les SWOT. Alors, parce que ça, on le voit souvent, alors je le répète à chaque fois, mais bon, les SWOT, tout le monde sait ce que c'est, ça, il n'y a pas de souci. On fait une analyse interne, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces sur l'externe, etc., etc. Ce petit schéma, il montre juste qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait un SWOT, on n'a pas fini de bosser, quoi. C'est-à-dire que le SWOT, normalement, il doit aboutir à une conclusion. Donc, quand on a fait l'analyse interne, on a évalué finalement ce que l'on peut faire, ce que l'on sait bien faire et ce que l'on pourrait mieux faire. D'accord? Et puis finalement, quand on a fait l'externe, on est en train de se poser des questions sur les facteurs clés de réussite de notre stratégie. D'accord? Et tout ça, ça doit amener une conclusion. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un sur un périmètre de dire, bah, par exemple, sur la culture scientifique, pendant ce sujet au hasard, de faire un SWOT, s'il y a juste un tableau avec des faiblesses, des forces, des opportunités, des menaces et qu'il n'y a pas de conclusion, bah, le SWOT, il ne sert pas à grand-chose. Donc, forcez la main dans vos. Si vous faites de la méthodologie que vous transmettez à vos collègues pour travailler ces sujets d'auto-évaluation, il faut impérativement que ces SWOT ils aient des conclusions. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, distinguer l'externe, bien évidemment. Voilà, les recommandations quand on fait du SWOT, c'est s'appuyer sur des faits, pas sur des intuitions. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments de preuve qui doivent aussi justifier ce qu'on écrit dans un SWOT. Préciser, chiffrer les données, tout ça, ça fait partie des éléments de preuve. Donc, point de vigilance sur les SWOT, parce qu'on voit trop souvent des SWOT qui n'ont jamais de conclusion. C'est juste le tableau et on ne fait pas grand-chose avec ça. Juste par rapport au SWOT, je rebondis juste une seconde là-dessus. Avec Sabine Goulin, on est en train de travailler sur un projet européen où on accompagne des universités en Asie du Sud-Est, justement sur leur définition de stratégie. Et on a mis au point une méthodologie d'utilisation du SWOT justement pour fabriquer ces conclusions. Je pense qu'on va publier là-dessus incessamment sous peu. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer déjà 2-3 documentations, notamment des présentations qu'on a fait cet été à l'école Qualité Caresse sur ces outils-là. Donc voilà, soyez attentifs et ceux qui ont besoin d'échanger sur le sujet, je suis à votre disposition. Un élément sur la performance, on parle beaucoup de performance souvent dans nos dossiers d'évaluation. Je pense qu'il faut rester, voilà, une manière de le définir quand vous demandez aux gens, voilà, finalement, l'auto-évaluation, c'est est-ce que dans votre secteur, on est performant? Je résume un peu. Hein. Donc, globalement, quand on parle de performance, alors je ne vous fais pas le cours sur la LOLF et compagnie, mais globalement, on parle d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue. Souvent, quand on va jusqu'à là, on arrive à faire sortir des choses plutôt qu'en restant sur la notion de performance. Quand vous détaillez un petit peu ça, donc ça peut être dans vos outils que vous mettez à disposition. Essayez de détailler ce que vous attendez en fait finalement en termes d'auto-évaluation. Est-ce que vous attendez qu'on vous fasse une auto-évaluation sur l'efficacité, sur l'efficience, sur la qualité perçue? Est-ce que vous voulez traiter ces 3 sujets sur tous les domaines, etc., etc. Donc en fait, cette partie performance, elle a besoin d'être un peu détaillée dans vos documents aussi, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire en vrac aussi? Bon, la question des indicateurs, mais bon, pareil. Les indicateurs, c'est des éléments de preuve. D'accord? C'est pas autre chose, quoi. Et puis, il y a des biais dans les indicateurs, donc il faut rester vigilant parce que les indicateurs que vous allez mettre à disposition, je prends toujours un exemple un peu bateau, mais globalement, si on fait un gros forcing sur la réussite des étudiants, par exemple, parce que c'est un des volets du dossier établissement aussi, il faut se méfier à ne pas générer des actions qui soient un peu décalées. C'est-à-dire que globalement, si vous commencez à doter les composantes sur la réussite, bah, la tendance peut être, alors je schématise encore une fois, hein, mais la tendance pourrait être à dire bon, finalement, on va faire baisser le niveau et puis comme ça, tout le monde va réussir et puis on aura les moyens qui nous sont dus, quoi. Okay, donc méfiez-vous sur l'usage des indicateurs. Essayez toujours de penser quelque part qu'est-ce que ça peut induire comme biais de comportement, mon indicateur? Okay, comment il peut être détourné? Est-ce que ça peut induire un comportement qui n'est pas celui que je désirais en mesurant, quoi. Voilà, donc posez-vous toujours cette question sur la partie indicateur, c'est important. Bon, le RAE, peut-être juste repréciser, mais ça, vous l'avez dans les référentiels, le rapport d'auto-évaluation.
Donc, bien évidemment, il rend compte des résultats. Ce qui est intéressant, c'est les écarts. Hein. Ce que cherche le HCRS, c'est la notion de trajectoire. D'accord ? Donc, globalement, vous étiez en début de phase sous revue. Vous étiez à cet endroit-là. C'était ça, l'objectif, c'était celui-là. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et voilà l'analyse des écarts. Pourquoi on est au résultat, pourquoi on n'y est pas. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. Le job qu'il y a à faire, c'est vraiment celui-là. C'est où on va, d'où on part, où on voulait aller, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, et pourquoi on y est et pourquoi on n'y est pas. Ok ? Important aussi, dans le rapport, on doit préciser la méthode. Donc, en fait, tout votre process en début de rapport, il doit être un peu explicité. Les acteurs impliqués, le calendrier, comment vous avez piloté tout ça, comment vous avez validé, comment vous avez évalué, décidé, comment vous avez validé le document. Est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce qu'il y a eu des revues? Est-ce qu'il y a eu des réunions de concertation avec les étudiants, etc., etc. Donc ça doit être précisé dans le rapport. Et puis, il doit mettre un peu de perspective. Alors, on ne vous demande pas d'écrire dans le rapport d'auto-évaluation le projet d'établissement, mais il doit mettre un petit peu en perspective pour les suites. D'accord ? Et puis, voilà, bon, il constitue ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que devient ce document, c'est la suite. Hein, quelque part, il éclaire sur les actions qu'on va mener sur la suite. Quoi. Bon, en théorie du management, normalement, vous maîtrisez tous un peu ça, mais si on se le redit vite fait, théorie de l'autodétermination, donc évidemment, plus on se sent responsable et plus on se sent motivé à faire quelque chose. Il y a la question des actes et de l'engagement, c'est-à-dire que quand vous faites, je pense au calendrier qu'on évoquait tout à l'heure, quand les gens s'engagent en public sur les calendriers, ils ont plus de chances de les respecter. Quoi. Donc ça, c'est une manière d'organiser aussi les process qui fait qu'on peut avoir des choses où on a plus d'engagement. Quoi. Et puis, bon, la justice organisationnelle, hein, bon, globalement, plus les gens peuvent contester, apporter des objections, valider tout ce qui se passe, plus ils ont l'impression d'être écoutés et plus globalement, ils vont s'impliquer dans le process. Donc ça, c'est pas une surprise. Donc tout ça, c'est les trames de fond quand vous montez vos process. Alors, c'est intéressant pour la VACC, vous avez un petit peu de temps. Puis la preuve en est, c'est que vous en avez conscience puisque vous êtes beaucoup de la VACC. Ça veut dire que tout votre process, vraiment, moi, je vous engage à prendre le temps de le réfléchir longtemps en amont, de vous poser plein de questions sur et si les gens ne veulent pas y aller, et si les gens ne respectent pas les calendriers, et si je n'ai pas les indicateurs. Posez-vous toutes ces questions-là et finalement, essayez de mettre en face tous les éléments qui vous permettent de lever tous ces freins. Quoi. Et plus vous le faites longtemps à l'avance, plus vous préparez ce process et plus vous allez le rendre rigide et robuste et plus ça va bien se passer en général. Quoi. Voilà, bon, c'est un peu ce que j'ai sorti rapidement, les éléments qu'on discute beaucoup lors des formations. Mais le fond de tout ça, c'est quand même, ce qui apporte de la sécurité au process, c'est votre maîtrise personnelle. C'est-à-dire, c'est la confiance que vous générez dans l'organisation. D'accord ? Ça, c'est important. Et puis, votre process qui est robuste, il est rassurant. Un process qui dit ce que je dois faire précisément, ce que devient ce que j'ai produit, etc. Tout ça, ça génère la confiance qui permet aux acteurs de travailler avec de la sérénité. Oui, et puis l'importance aussi du pilotage. Et l'importance du pilotage qui va autour et de l'accompagnement, bien évidemment. Du pilotage par le politique, effectivement, la communication qui fait écho à ce que tu viens de dire. Ouais, si vous voulez, pour exemple, puisqu'on parlait de partage d'outils, je peux vous montrer, par exemple, la fiche que nous, on a regardée dans l'ensemble de l'établissement. Vous allez voir, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour… Voilà, je vais essayer de… Hop. De reprendre la main. Alors, en attendant, j'essaie de répondre à Sylvain sur la partie CTI. Normalement, Sylvain, je ne sais plus, tu étais vague C de mémoire? Je ne sais plus en tête. Vague A. Vague Mais A. à l'INSA Lyon, avec le projet… Ah oui, c'est décalé, oui. Oui, c'est un peu compliqué. Alors après, normalement, depuis la vague B, c'est coordonné, hein, les évaluations CTI, HCRS, pas à 100%, pas tous les établissements. Il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas encore coordonnés parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre complètement d'accord sur le périmètre. Mais n'oubliez pas que la CTI, elle évalue les diplômes.
le HCRS évalue l'établissement. D'accord? Donc, normalement, vous avez un double référentiel qui est normalement avec le HCRS et la CTI qui se recale et qui fait l'objet d'un document unique et de visite unique, en théorie, pour ceux qui arrivent à coordonner. Sur la VAC-C, je pense que ça sera presque tout le monde le cas. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvain ou... Oui, oui, merci. Ouais. Oui, alors du coup, pour vous montrer que finalement, on peut faire de la communication et expliquer, donner du sens finalement de manière assez simple. Nous voilà ce qu'on avait affiché au sein de l'établissement. L'auto-évaluation et l'évaluation de l'HCRS, un moment stratégique pour l'établissement. Donc, on rappelait simplement ce qu'était l'auto-évaluation et l'évaluation. C'est quoi? Pourquoi c'est important? En quelques mots, on allait à l'essentiel. On rappelait les 3 volets, effectivement, qui étaient menés en parallèle, mais néanmoins coordonnés au sein de l'établissement. Et comment? Donc, c'est-à-dire tous les moyens d'investigation qui étaient mobilisés au sein de l'établissement, qui permettaient aux collègues de se préparer également à être mobilisés à participer. On rappelait en quoi c'était une étape importante du cycle contractuel. Voilà, ce n'était pas l'auto-évaluation juste pour l'auto-évaluation, mais un élément, un jalon essentiel dans l'élaboration du projet stratégique et les principaux jalons sur l'ensemble de l'année 2017, avec bien sûr la date du vote auprès de l'établissement et les jalons de transmission à l'HCRS. Donc, juste en un poster, l'essentiel de l'auto-évaluation était partagé au sein de l'établissement et je pense que ça a bien aidé à la compréhension de l'ensemble des parties prenantes et à leur mobilisation. L'idée, c'est de montrer que finalement, on peut accompagner et aider très simplement, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre en place des choses extrêmement complexes, mais avec quelques supports, quelques outils simple, on arrive quand même à partager, à accompagner, je pense, assez efficacement. D'ailleurs, il faut rester simple dans la démarche, sinon on perd du monde. Alors, hop, très simplement, voilà, c'est très basique. Un petit guide d'aide à l'élaboration de la rédaction du rapport d'auto-évaluation et à la définition des enjeux qu'on avait partagé avec l'ensemble des responsables de domaine. Donc, on resituait l'auto-évaluation dans l'ensemble du contexte, le contrat d'établissement dont on sortait, le bilan à effectuer, les indicateurs existants, où se situe l'auto-évaluation, est-ce qu'il embarque en termes de réflexion sur les enjeux et le futur projet d'établissement. Et puis, une petite trame qui pouvait les aider à suivre ou pas à suivre. C'est vraiment des propositions, hein, des outils proposés en proposant à chaque responsable de domaine de réfléchir sur la base des indicateurs et du bilan qualitatif. Adossé également à l'analyse SWOT dont on a parlé tout à l'heure. Et des risques, bien sûr, associés pour réfléchir à la fois pour faire l'auto-analyse, mais aussi pour réfléchir aux enjeux à venir et aux propositions d'action qui vont pouvoir alimenter la réflexion sur le prochain projet stratégique. Donc voilà, encore une fois, c'est des outils, je pense, qui ne sont pas compliqués, qui sont assez simples. Alors, pour vous, c'est peut-être presque de l'évidence qu'on a partagé, mais il faut rappeler que les collègues qu'on mobilise, ce n'est pas forcément leur métier. Et donc, ce qui est évident pour nous ne l'est pas pour les collègues. Donc, quelques petits outils simples comme ça, ce n'est pas beaucoup de temps et ça peut bien aider à accompagner les collègues, à créer de la cohérence et à travailler collectivement un petit peu plus sereinement. Normalement, on devrait arriver à recaler les formations sur un schéma de 3 jours avec l'AMU. Voilà, on va essayer peut-être au mois de juin, juillet ou au début d'année universitaire prochaine, puisque comme la vague est un peu décalée, ça devrait pouvoir être jouable. Voilà, après, on reste à disposition. Si vous avez besoin d'échanger sur une thématique particulière, vous pouvez écrire sur l'adresse contact@relier.fr, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Ou directement à l'un et à l'autre, que ce soit Karine, Arnaud ou Thierry. Absolument. Voilà.
Et puis, si on en reste là, on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne auto-évaluation, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger d'ici là pour la vague C. Et puis pour la vague B, bon courage pour les entretiens qui vont démarrer. Et puis la fin de process et le début de la suite, entre guillemets. Merci à tous, à très bientôt.